Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de d'ondes optiques et physique moderne. Aujourd'hui, on va parler d'optique géométrique. Ok, donc, c'est le sujet qui reste à aborder dans le cadre du cours de physique 3. Puis, on va commencer, en fait, la section complète aurait pu s'appeler Est-ce que vous vous souvenez de votre secondaire 5? Ok, parce que, sincèrement, là, c'est à peu près ça qu'on va faire. On va revenir beaucoup sur les notions de réflexion, de réfraction au tout début. On va revenir sur la réflexion totale interne. C'est juste qu'on va deux choses. Un, voir une couple de formules. Voir l'origine d'une couple de formules qu'on avait utilisées en secondaire 5 sans nécessairement savoir d'où ça venait. Puis on va l'appliquer à des nouvelles situations également. Donc, vous y fouillez, là, on est essentiellement dans la section 4 du livre. Donc, on va traiter de propagation de la lumière, comportement de la lumière quand elle change de milieu, transparent, quand elle traverse un dioptre, comme on dit maintenant, quand elle frappe des miroirs, par exemple, au début. OK? Donc, juste une première question. OK? On va en profiter pour faire un rappel. On dit un prisme équilatéral illustré situe un indice de réfraction de 1,5. Tracer le trajet du rayon lumineux à travers celui-ci, déterminer son angle de déviation, de quel angle est-ce qu'il émerge par rapport à l'angle qu'il y avait au départ. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour illustrer ça ici, imaginez que vous avez un prisme, OK, puis que vous avez une source laser. OK. Donc, si on fait passer la lumière du laser à travers le prisme, on remarque que la lumière dévie. OK. Euh, Pourquoi ça fait ça? En fait, c'est parce que normalement, l'indice de réfraction à l'intérieur du verre est différent de celui à l'intérieur de l'air. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on a utilisé ici, l'indice de réfraction est d'environ 1,5 et 1,6, si je me souviens. Mais le chiffre exact n'est pas important. Pourquoi la lumière change de direction quand elle change de milieu transparent? C'est la première question qu'on peut se poser. C'est relié à la réflexion, pardon, à la réfraction, qui est la loi de Snell-Descartes. Donc, si vous êtes plus du côté français, vous allez appeler ça la loi de Descartes. Si vous êtes plus du côté anglais, vous allez appeler ça la loi de Snell. Ok, les deux sont arrivés au même résultat à peu près de façon contemporaine. Donc, généralement, pour faire de chicane, nous, on va appeler ça la loi de Snell-Descartes. Ok. Donc, euh, pardon. Donc, d'où ça vient, ça? En fait, c'est si on regarde dans la figure suivante. Ici, c'est une succession de fronts d'onde qui vont venir traverser un dioptre. Donc, c'est quoi un dioptre? Ok, un dioptre, c'est la surface qui sépare deux milieux transparents d'indices de réfraction différents. Puis c'est quoi l'indice de réfraction d'un milieu? Mais en fait, on le définit un petit peu dans l'autre sens. On va se dire que c'est relié à la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu donné. Donc, la vitesse de la lumière dans l'air n'est pas la même que la vitesse de la lumière dans l'eau, n'est pas la même que la vitesse de la lumière dans le verre. Puis, comme la vitesse change, ben, on mesure la vitesse relative à l'aide de l'indice de réfraction. Donc, comment ça fonctionne? Imaginez que vous avez ici une source qui émet des fronts d'onde de façon continue. C'est quoi les fronts d'onde, en fait? Vous vous souvenez, OK? Dans une onde qui se déplace, vous avez des creux et des sommets, OK? Le front d'onde, c'est wavefront en anglais, là. Donc c'est la ligne qui définit, dans le fond, c'est parce que tout ça se propage en trois dimensions, en deux ou trois dimensions. Dans notre exemple en deux dimensions, c'est plus simple. Donc la ligne qui trace le sommet de la vague, le sommet de la crête. Imaginez que vous avez des vagues à la surface d'un étang. Mais vous pourriez tracer une ligne imaginaire qui relie tout, dans le fond, le sommet de la vague partout. C'est ça le front d'onde. Nous, quand on se concentre sur des sources qui sont loin, les fronts d'onde vont être essentiellement plats. Ok. Donc, on se souvient de ça. Vous irez fouiller sur l'effet Doppler si vous n'êtes pas trop sûr, là, mais c'était très, très, très relié à ce qu'on utilisait dans l'effet Doppler. Ok. On faisait l'approximation que les fronts d'onde étaient plans dans l'effet Doppler. On va faire la même chose ici. Donc, dans la vidéo ici, qu'est-ce qu'on a? On a une source de front d'onde qui émet des fronts d'onde plats. Ok. Donc, en bleu, par exemple, puis en rouge, vous avez la succession des sommets puis des creux, en bleu puis en rouge. Puis, tout ce que ça fait, c'est que ça avance. Ok. Ça se propage à la vitesse de la lumière dans le milieu, mais ça change de milieu. Ok. Donc, quand ça change de milieu, ici, ce qu'on remarque, c'est que le front d'onde se déplace plus lentement. OK. Bon, il y a plusieurs choses qu'on observe ici. Premièrement, c'est que vous avez le signal qui change de milieu. Donc, vous avez une partie de l'onde qui est transmise dans un milieu d'indice de réfraction différent, qui traverse un dioptre. Le dioptre, ce serait la ligne noire ici qui sépare les deux milieux.
Vous avez aussi une partie du front d'onde qui est réfléchie. Donc, on se souvient, à chaque fois que la lumière change de milieu, il y a une partie de l'onde qui est transmise, une partie de l'onde qui est réfléchie. Donc, c'est ça qu'on voit. Pourquoi ça fait plein de petits ronds ici? Mais c'est l'interférence entre le signal incident et le signal réfléchi qu'on observe. OK? Donc, c'est pour ça que ça fait un patchwork ici en bon français, là, de taches. Mais nous, on va se concentrer plus sur le faisceau incident et le faisceau qui est réfracté. OK? Donc, si on laisse aller, on remarque ici, là, donc, vous avez le rayon incident qui traverse, le rayon réfracté est ici, puis on remarque que le rayon réfracté se déplace moins vite que le rayon incident. OK? Vous avez le rayon réfléchi aussi, mais lui, on ne s'en préoccupe pas. Donc, on pourrait représenter ça par la situation suivante, où on a, excusez, là, OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a sur la figure? Donc, on a un rayon incident qui traverse un dioptre, la ligne en blanc continue ici, puis qui va tourner, qui va changer de direction ici. Donc, nous, ce qu'on a, c'est un rayon de lumière, bon, là, excusez, je ne suis pas dans la bonne direction, mais qui s'en vient comme ça, puis qui, en traversant le milieu, dévie comme ça. Donc, on mesure par les angles θ1 puis θ2 les angles d'incidence et de réfraction par rapport à la normale, qui est la droite en pointillé. Donc, on mesure toujours les angles, dans le cas de la réfraction, par rapport à la normale qui est une droite perpendiculaire au dioptre, donc qui est une droite perpendiculaire à la surface qui sépare les deux milieux d'indices différents. On a tracé ici en rouge pointillé les différents fronts d'onde. OK? Donc, c'est vraiment là, pour marquer ici, là, donc on a des fronts d'onde plats ici. Imaginez que vous prenez les barres rouges ici, là, juste les lignes rouges, puis on les a retracées ici. OK? Donc, la situation est vraiment similaire à ce qu'on voit dans la vidéo. OK? Ce qu'on remarque aussi, c'est que le faisceau lumineux n'a pas la même vitesse. OK? Donc, il ne va pas parcourir la même distance par unité de temps. Puis, pour nous ici, ce qui est important de remarquer, c'est que dans le milieu en haut, OK, le faisceau lumineux est parti du point B et est arrivé au point B', dans le même temps que le point qui était au point A s'est rendu au point A'. OK? Donc, on va remettre la vidéo juste pour l'observer comme il faut. OK? Puis là, si j'avais deux mains, ça irait mieux, mais j'en ai pas deux. OK? Donc, vous remarquerez, on va regarder par exemple ici. Vous avez le point qui est ici, qui serait mon point B. Puis vous avez ici, okay, donc ça continue jusque-là, le point B' qui serait là. Pendant ce temps-là, vous avez le faisceau qui part de là, qui est le point A, qui va avancer jusqu'ici. Okay? Donc, quand on laisse aller la vidéo, vous remarquez, là, si je peux suivre à deux doigts, là, ça se déplace un comme ça. Moi, je les vois comme ça, puis comme ça. Mais pendant que celui-ci parcourt cette distance-là, celui-ci parcourt cette distance-là, ici. Okay? Donc ça, il faut juste y penser, le regarder comme il faut, là. Mais pendant que le segment du haut parcourt la distance BB', celui du bas parcourt la distance AA'. Okay? On a appelé D1 la distance BB', puis D2 la distance AA'. Okay? Donc, je vous ai juste recopié ça ici. Okay? Donc, si on remarque maintenant, OK, excusez. C'est un peu, il y a beaucoup de choses à gérer présentement sur l'ordi. OK? Donc, nous, on a dit le segment, la longueur, pardon, dans le milieu du haut, l'indice de réfraction est N1, puis la vitesse de la lumière dans ce milieu-là est donnée par V1. Okay? Dans le milieu du bas, l'indice de réfraction est N2, puis la vitesse de la lumière est V2 ici. Okay? Nous, ce qu'on sait, c'est que la vitesse, de façon très très générale, c'est donné par le déplacement par unité de temps. Okay? Donc, si je me déplace à la vitesse V1, j'ai parcouru quelle distance dans mon milieu du haut? J'ai parcouru la distance D1 en t secondes. Okay? Donc, t est égal à D1 sur V1. J'ai aussi parcouru la distance D2, pardon, dans le milieu d'indice N2 à la vitesse V2. J'ai parcouru la distance D2 en t secondes, dans le même intervalle de temps. Okay? Donc, au même t correspond à la distance t2 divisée par la vitesse v2. Okay? Mais maintenant aussi, ce qu'on remarque, c'est que si on se concentre sur le triangle qui est ici, okay? Premièrement, on mesure les angles par rapport
à la normale toujours. Donc, si mon angle ici, θ1, ici, c'est l'angle. Ok, là, vous allez me suivre, s'il vous plaît. Ça, c'est l'angle complémentaire à l'angle θ1. Puis comme j'ai la somme des angles internes qui donne 180 dans un triangle, si j'ai un angle droit ici, parce que le front d'onde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, mais nécessairement l'angle ici est égal à l'angle qui est ici. Donc j'ai le même angle θ1 ici. Ce que ça me permet d'écrire aussi, c'est que si je me concentre sur le sinus de cet angle-là, le sinus de θ1 est égal à quoi? Il est égal au côté opposé qui mesure D1 divisé par l'hypoténuse qui mesure AB' ici, donc qui est la longueur du segment AB'. OK? Donc D1 est égal à quoi? À AB' fois sinus de θ1. De la même façon, si j'ai l'angle T2 qui est ici, celui-ci est l'angle complémentaire à θ2 parce que ma direction de propagation est perpendiculaire à mon front d'onde. Si celui-ci est complémentaire à θ2, puis qu'ici j'ai 90, donc lui est égal à θ2 aussi. OK? Donc quand on dit de l'optique géométrique, c'est exactement ce qu'on veut dire. OK? C'est que de la géométrie ici. Si je regarde le sinus de l'angle θ2 maintenant, qu'est-ce que je trouve? OK? Donc si je me concentre sur le sinus de θ2, ben, je remarque que c'est égal au côté opposé, qui mesure quoi? D2. Okay, la définition de sinus, c'est toujours côté opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse mesure combien? AB'. Okay? C'est la longueur du segment AB'. Donc, D2 est égal à quoi? AB' fois sin de θ2. Maintenant, ce que je sais, je vais combiner tout ça. Donc, j'ai D1, D2, puis j'ai T ici qui est égal à T ici. Donc, posons T égal à T. OK? Donc, j'ai D1 sur V1 est égal à D2 sur V2. Mais D1 est égal à AB' fois sin de θ1. Donc, AB' fois sin de θ1, de θ1 sur V1 est égal à quoi? À D2 qui est égal à AB' fois sin de θ2 divisé par V2. Okay? Ce qu'on remarque, ça ne dépend pas de AB'. Okay? Donc on a sin θ1 sur V1 est égal à sin θ2 sur V2. Maintenant, réfléchissons au rôle de... c'est quoi le lien entre la vitesse et l'indice de réfraction? OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'indice de réfraction. OK? N comme étant le rapport entre la vitesse de la lumière puis la vitesse de la lumière dans un milieu d'indice N. OK? Donc, euh, ma vitesse dans un milieu d'indice N1 est égale à V1. Ma vitesse dans un milieu d'indice N2 est égale à V2. OK? Donc, une façon de le retenir, c'est la vitesse de la lumière est toujours plus grande dans le vide que dans un milieu d'indice N donné. Donc, il faut toujours que V soit plus petit que C. Donc, N est toujours plus grand que 1. Okay? N est rigoureusement égal à 1 dans le vide. Partout ailleurs, qui est plus grand que 1. Dans l'atmosphère, l'indice de réfraction N est égal à 1.000, je ne sais pas, une coupe de 0, après ça, une coupe de décimale. Dans l'eau, c'est 1.33. Dans le verre, c'est dépendant des types de verre, de 1.5 à 1.6 environ, et ainsi de suite. Okay? Mais ça me permet quoi? Ça me permet d'écrire V1, 1 sur V1, okay, comme étant égal à N sur C. Okay? Donc V1 est égal à C sur N. Okay? Et de la même façon, V2 est égal à C sur N2. Donc, j'ai sin θ1 sur V1. V1 est égal à C sur N. Donc, C sur N1 est égal à sin de θ2 sur C sur N2. Donc, ça ne dépend pas de C. Puis je me retrouve avec quoi? N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Qui est la loi de Snell-Descartes que vous avez utilisée pas mal en secondaire 5, en tout cas dans le contexte du cours ici, là, okay? Mais qu'on a moins utilisé de façon... qu'on n'a pas utilisé ailleurs, là, mais tout ça pour dire, généralement, ce que je vais plutôt dire, c'est on n'a pas nécessairement vu d'où vient cette formule-là. Okay? Alors qu'ici, c'est ce qu'on fait, on applique vraiment cette formule-là. Donc là, maintenant, on est équipé pour étudier, si on veut parler de déviation. OK? Donc, si on vient à la situation suivante ici, juste une seconde, excusez.
Donc, si on regarde la situation suivante maintenant, puis on vous dit l'indice du prisme est de 1,5. OK, tracez le rayon. OK. Mais premièrement, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on mesure toujours les angles par rapport à la normale. Puis la normale est toujours perpendiculaire aux surfaces qui sont à la surface qui sépare les milieux d'indices différents. Donc, on va tracer la normale, puis on va mesurer l'angle d'incidence par rapport à la normale. Donc, mon angle d'incidence ici est de 50 degrés, qui est l'angle complémentaire à 40. Okay? La normale est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, maintenant, on peut écrire la loi de la réfraction. Donc, on sait que N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Nous, on passe de l'air, qui est un milieu dans notre bonne approximation d'indice n égale à 1. On arrive avec un angle de 50 degrés. On s'en va dans le vert avec un angle inconnu θ2. Mais là, il nous reste juste à trouver la valeur de l'angle θ2. Donc, sin de 50 divisé par 1,5. Donc, c'est le sin inverse de sin de 50 divisé par 1,5 qui vaut 30,7 degrés. Okay. Donc, mon angle ici, mon faisceau à l'intérieur va faire un angle de 30,7 par rapport à la normale. Okay. Évidemment, notre rayon continu frappe la deuxième surface ici. Donc, qu'est-ce qui va se produire? La réfraction à nouveau. Okay. Il va y avoir encore un changement de milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer une nouvelle normale. Donc, à chaque fois que la lumière change de milieu, on doit tracer une nouvelle normale. Puis, on doit maintenant déterminer l'angle d'incidence ici, qu'on appellerait θ3, nous, par exemple. Comment est-ce qu'on peut trouver θ3 maintenant? Okay. Donc, si je regarde le triangle du haut, appelons, là, vous allez voir, quand on dit optique géométrique, donc appelons l'angle ici alpha, appelons l'angle ici bêta. Nous, on sait que si je regarde le triangle du haut, alpha plus bêta plus 60 doit donner 180. De façon générale, lui, on pourrait l'appeler A, l'angle au sommet. Si vous préférez, ça ne me dérange pas ici. Là. Ça revient, on va voir le même résultat de toute façon. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'angle alpha est complémentaire à mon angle θ2 que j'avais ici. Nécessairement, si lui fait 30.7, lui fait 90 moins 30.7. Donc lui, c'est 90 moins θ2. Puis bêta, de la même façon, c'est complémentaire à θ3. Donc c'est 90 moins θ3 plus 60 plus A est égal à 180. Mais là, ce que je remarque, c'est que 90 plus 90 égale 180. Donc je vais avoir θ2 plus θ3 qui doit être égal à A. Donc la somme des deux angles ici, à l'intérieur, doit donner l'angle au sommet. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire en français. Donc, appliqué à notre exemple ici, si mon θ2 mesure 30.7, 30.7 plus θ3 égale 60, donc θ3 est égal à 60 moins 30.7, qui vaut 29,3. Donc, je peux à ce moment-là traiter ma deuxième réfraction. Donc, je vais l'écrire de façon générale. Là. Je passe d'un milieu d'indice N1 avec un angle θ1, je m'en dans un milieu d'indice N2 avec un angle θ2. Ici, par contre, il faut faire attention. Je suis dans un milieu d'indice 1.5 avec mon angle θ3 qui est égal à 29,3, puis je m'en vais dans l'air avec un angle θ4, ici qui reste à déterminer. Donc, mon angle θ4 est de, pardon, et où ma réponse? 47,2. Donc, de la même façon, θ4 est égal à 47,2 degrés. Donc, mon faisceau émerge. Puis, dans la réfraction, c'est important, j'ai oublié de le mentionner, là, mais le faisceau qui subit la réfraction va toujours changer de bord par rapport à la normale. Donc, vous remarquez ici, si vous regardez, le rayon incident et le rayon réfracté sont de part et d'autre de la normale. Ici, même chose, j'ai ma normale, mon rayon réfracté, puis mon rayon incident, puis mon rayon réfracté sont de part et d'autre de ma normale. Donc, c'est bien important de remarquer ça.
Donc, ça, c'est vraiment la loi de la réfraction appliquée au problème du prisme. Excusez, on vous demande, dernière question. Donc, tracer le trajet du rayon lumineux, ça va. Déterminer son angle de déviation maintenant. Et ouf, c'est quoi l'angle de déviation? Mais si on revient ici, imaginez que j'ai la situation suivante. Donc, mon faisceau se promène en ligne droite, tout simplement vis-à-vis de rayon lumineux, c'est-à-dire va en ligne droite jusqu'à temps qu'il rencontre un obstacle. Donc, va en ligne droite. Si je place le prisme dans le chemin, on voit que les rayons dévient. OK? Donc, au début, il pointait dans cette direction-là. Maintenant, il dévie, il pointe dans cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, il y a eu un changement de direction du faisceau lumineux. Donc, ici, mon rayon qui initialement s'en allait dans cette direction-là, bon, à peu près là, maintenant a dévié, puis s'en va dans cette direction-là. Donc, il a dévié d'un angle de déviation qu'on va appeler grand D ici. OK? Comment est-ce qu'on peut évaluer cet angle-là partant des angles qu'on connaissait au départ? OK? Ben, concentrons-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on connaît? OK? Donc, je vais juste retracer ma situation où j'ai mes deux normales qui sont ici puis là. Puis je vais identifier mes angles θ1, θ2, θ3 et θ4. Donc, nous, ce qu'on cherche, si on y pense un petit peu, OK, c'est prolongeons. Oups. OK. Donc, c'est l'angle qui est ici. OK. Donc, c'est l'angle. C'est de la géométrie, hein? OK. Donc, c'est l'angle D qui est ici que je cherche. OK. Donc, comment est-ce que je peux le trouver celui-ci? OK. Donc, moi, je vais me concentrer sur le petit triangle ici à l'intérieur. OK. Puis, comment je vais faire ça de façon exacte? Laissez-moi juste remettre mes affaires un petit peu en ordre. OK. Donc, on va encore. Ça devient exception, Christy, là. OK. On va regarder. On va se concentrer là-dessus. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? OK. Donc, normalement, mon faisceau aurait continué comme ça, mais il a dévié comme ça. OK. Si je remarque, euh, l'angle qui est ici, c'est le même que l'angle qui est ici. OK. Pourquoi? Ben, c'est deux droites. OK. Donc, c'est des angles opposés par les sommets. Donc, l'angle qui est ici mesure combien? OK. Donc, je vais le mettre en bleu, en rouge, mettons lui ici. OK. L'angle qui est en rouge ici, ça mesure θ1, θ2, donc ça mesure θ1 moins θ2. OK, lui, je vais l'appeler alpha. OK? Donc l'angle alpha qui est ici mesure θ1 moins θ2. OK? Parce que l'angle qui est en vert ici mesure θ1, puis lui mesure θ2. De la même façon, OK? Ici, donc c'est ici en bleu, puis ici, l'angle mesure θ4. Donc cet angle-là qui est ici en rouge mesure θ4. Donc l'angle qui est ici en vert mesure bêta qui est égal à quoi? θ4 moins θ3. C'est bon? OK. Donc, qu'est-ce que je sais? OK. Je vais appeler, dernier ingrédient, je vais appeler l'angle qui est ici gamma. OK. Donc, je sais que si je regarde dans le triangle qui est ici, là, en bleu, je sais que vous n'aimez pas ça, les preuves comme ça. OK. Ce petit triangle-là, alpha plus bêta plus gamma, doit donner 180. OK, on est d'accord là-dessus? OK. Donc ça, c'est alpha, bêta, puis gamma ici. OK, la somme des trois doit donner 180. Donc, je sais que alpha est égal à θ1 moins θ2, que bêta est égal à θ4 moins θ3, que la somme des trois doit donner 180. Qu'est-ce que je sais aussi? Ce qu'on a établi précédemment, c'est que θ2 plus θ3, c'est égal à l'angle au sommet.
OK, vous vous souvenez de ça, là, on vient d'établir ça. OK? Puis si je remarque ici, donc j'ai θ1 plus θ4 moins θ2 plus θ3 plus gamma égale 180. θ2 plus θ3 est égal à A. Donc j'ai θ1 plus θ4 moins A plus gamma égale 180. Donc gamma est égal. Puis moi ce que je cherche, c'est pas l'angle gamma, c'est l'angle D. OK? Mais je sais que gamma plus D, ça va vite, hein? Est égal à 180, c'est un angle plat. OK? Donc gamma, donc gamma est égal à quoi? 180 moins D. Donc θ1 plus θ4, vous le regarderez à nouveau. OK? Plus 180 moins D est égal à 180. 180 disparaissent. Mon angle de déviation est égal à quoi? J'en vais grader de l'autre côté. À θ1 plus θ4 moins A. OK? Donc ça, c'est comme ça qu'on établit là, la déviation d'un prisme. OK? Donc vous remarquez, là, il n'y a rien. C'est compliqué, là, ça peut avoir l'air compliqué, là, mais entre vous et moi, c'est pas la fin du monde. Là. On a tout simplement utilisé les angles alterne interne. En tout cas, je dis alterne interne, correspondant, je sais jamais là, les définitions, là, tu sais, comme quand je disais l'angle ici en rouge puis l'angle θ4 sont pareils, c'est des angles opposés par les sommets. Oui, excusez, bon, ça me revient. OK? Tu sais, c'est un peu, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'ils sont pareils. OK? Donc, j'ai pris juste les définitions ici pour établir ça. OK? Donc, nous, dans notre exemple, si on veut la déviation appliquée à notre situation, l'angle θ1, c'était l'angle de 50, l'angle θ2, c'était 47,2, puis l'angle au sommet, c'est 60. Donc, ça donne 97,2 moins 60, 37,2 degrés. OK? Qui est la déviation totale. OK? Euh, L'angle de déviation peut avoir une valeur maximale puis une valeur minimale. Ça, c'est un petit peu plus intéressant peut-être pour nous, là. OK? Donc, si on remarque ça, ici, on peut l'observer. OK? Là, c'est un petit peu difficile de le voir, là, mais je vais faire tourner le prisme à la place. OK? Ça va être plus simple. Donc, vous remarquez, OK? Pas super facile. OK. Donc, vous remarquez là qu'il y a une déviation. Oh, OK. La plus petite déviation est à peu près ici. OK. Donc, premièrement, quand il n'y a aucune déviation. OK. Donc là, maintenant, le faisceau rentre. La déviation est minimale à peu près ici. OK. En fait, on remarquerait que la déviation est minimale quand le rayon à l'intérieur du prisme est parfaitement parallèle au bas du prisme ou quand les deux angles ici internes sont égaux de part et d'autre. OK. Donc ça, c'est la condition pour avoir la déviation minimale ici. OK. Donc, quand on veut avoir la déviation minimale, on veut que les deux angles intérieurs soient égaux. OK? Donc, θ2 soit égal à θ3, ça va me donner la condition de déviation minimale. Déviation maximale, elle, si on revient à notre petite animation, on remarque que ici, là, c'est quand le rayon sort essentiellement parallèle à la face du prisme ici. OK? Ou quand il rentre de façon parallèle. C'est là que la déviation est la plus grande. Si on dépasse le oups, non, c'est plus pareil. OK? Donc, c'est vraiment là que la déviation est la plus grande possible. OK? Donc, c'est comme on fait ça, comme on l'a illustré ici. Soit rentre dans le prisme en ayant une face, excusez, soit rentre dans le prisme en ayant un rayon parallèle au plan du prisme, puis va rentrer là. En fait, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer dans l'autre sens. Évidemment, le comportement de la lumière est complètement symétrique dans une situation comme ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est que vous avez un faisceau qui arrive avec une certaine direction, mais qui ressort de façon parallèle au prisme. Donc, c'est la situation suivante. J'ai de la misère à... En tout cas, vous comprenez ce que je... Oups, excusez, je ne suis pas dans votre fenêtre. Donc, c'est la situation suivante où j'essaye vraiment de faire sortir le prisme parallèlement au faisceau, mais c'est pas super simple. OK? Donc, il rentre avec un certain angle inconnu, mais on sait qu'il va émerger à 90 degrés de la normale de l'autre côté. Euh, on dit,
on dit dans les notes de cours ici, on dit l'indice de réfraction dépend légèrement de la longueur d'onde. Donc, ça aussi, c'est une autre chose. On dit l'indice de réfraction, par exemple, du verre, c'est, je sais pas moi, mettons 1,5. Mais c'est pas rigoureusement exact. Ok? Pourquoi? Ben, il existe ce qu'on appelle une relation de dispersion où l'indice de réfraction dépend très légèrement de la longueur d'onde de la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un faisceau de lumière blanche qui rentre dans un prisme? Mais c'est que les différentes longueurs d'onde vont dévier d'une quantité plus ou moins grande. Ok? Donc, ça va séparer la lumière. Ok? Puis en bon français, ça va donner quoi? Une pochette de Pink Floyd. Ok? Tout le monde a vu la pochette de Dark Side of the Moon. Ben, c'est exactement ça qu'on a ici. Donc, vous avez un faisceau de lumière blanche ici qui rentre dans le prisme. Excusez, je regarde tout le temps de ce bord-là, c'est parce que mon moniteur qui suit mon PowerPoint. Je devrais avoir mon setup, là, c'est un peu. Je travaille avec 3 écrans présentement, là, c'est la joie. Ok? Donc, j'ai un faisceau de lumière blanche qui arrive ici, qui rentre dans le prisme, qui subit une transmission puis une réflexion partielle. Donc, c'est pour ça que vous avez un petit rayon qui réfléchit ici, c'est parce qu'il y a une partie de la lumière qui réfléchit en changeant de milieu. Ok? Vous avez ensuite la lumière qui traverse le prisme ici. À ce moment-là, elle change à nouveau de milieu. Ok? Elle passe du prisme dans l'air. Donc, vous avez une partie de la lumière qui s'en va dans l'air, qui est transmise, mais vous avez aussi une partie de la lumière qui est réfléchie. Ok? Puis au moment où vous avez la lumière qui est réfléchie ici, puis qui ressort, ben là, ce que vous avez, c'est que vous avez encore de la transmission puis réflexion partielle. Donc, une partie du faisceau est réfléchie, une partie est transmise. Donc, c'est pour ça que vous avez des faisceaux blancs qui sortent un peu partout, là. Ok? Mais nous, on se concentre surtout sur celui-ci. Ok? Là, on voit que la lumière est séparée. Ok? Donc, on voit que la longueur d'onde en rouge a dévié moins, ok, que la longueur d'onde en bleu ou en vert ou en violet. Ok? Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'indice de réfraction N dépend légèrement de la couleur de la lumière. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui explique la formation des, euh, des arcs-en-ciel, pardon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent quand on observe un arc-en-ciel, c'est qu'on voit le soleil qui est derrière nous, puis on voit le soleil apparaître devant nous quand la pluie est devant nous. Donc, pour voir un arc-en-ciel comme il faut être situé entre le soleil et la pluie. Ok. Ce qui arrive, c'est que la lumière arrive du soleil, va frapper la gouttelette d'eau dans le ciel, va subir la dispersion. Ok? Parce que l'indice de réfraction de l'eau, de la même façon, dépend légèrement de la longueur d'onde de la lumière. Donc, les différentes longueurs d'onde vont se séparer. Vous allez avoir réflexion totale interne dans le fond de la gouttelette d'eau, puis la lumière va être réfléchie à ce moment-là. Je vais revenir sur la réflexion totale interne juste après ça. Là, ok? La lumière va être réfléchie, ça va agir comme un miroir, puis la lumière va ressortir en étant séparée. Ok? Mais évidemment, si vous êtes ici, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que il y a juste un faisceau de lumière, il y a juste une couleur qui est réfractée vers votre œil, le rouge dans notre exemple du haut ici. Ok. Donc, ah oui, c'est ça. Ok. Donc, vous allez avoir le faisceau qui rentre, subit de la dispersion, réflexion totale interne dans le fond de la gouttelette. Le rayon est réfléchi, réfracté en sortant, puis vous allez avoir dans notre exemple le rouge qui va se rendre jusqu'à l'œil de la personne, tandis que pour une gouttelette qui est située un petit peu plus bas, ok, dans le ciel, ben c'est pas le rouge qui va se rendre à l'œil, c'est le violet par exemple. Ok. Puis vous imaginez bien que si on met des gouttelettes partout en dessous de ça, on va avoir un continuum qui va du rouge jusqu'au violet. Ok. Puis à cause de la symétrie cylindrique de ça, vous allez voir apparaître un arc de cercle. Ok, devant vous, qui est toujours le rouge en haut, puis le violet en bas. Ok. Donc, c'est ce que vous voyez quand vous regardez dans le ciel. Ok. Évidemment, des fois, même dans des conditions un petit peu plus bizarres, euh, plus particulières, vous pouvez voir deux arcs-en-ciel apparaître. Donc, vous avez l'arc-en-ciel principal qui est identifié par 3 ici, là, ok, qui va du rouge au violet. Mais des fois, si les conditions sont réunies, vous pouvez voir apparaître un second arc-en-ciel où les couleurs s'étalent dans l'autre sens. Donc, les couleurs vont s'étaler à l'inverse. Mais c'est parce que maintenant, la gouttelette, le rayon de lumière qui réfléchit 2 fois à l'intérieur de la gouttelette d'eau ressort par le sommet de la gouttelette. C'est un petit peu plus rare que ça se produise. Il faut que la densité d'eau soit un petit peu plus grande, je pense. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un expert des arcs-en-ciel, je vous dirais, bien franchement. Mais à ce moment-là, si on remarque, les couleurs sont inversées. Ok, ici puis là. Donc, vous allez voir le contraire. Donc, l'arc-en-ciel du haut va s'étaler du rouge au violet maintenant, mais en montant. Ok. Donc, pour ça que essentiellement qu'on voit apparaître des arcs-en-ciel, c'est à cause que l'indice de réfraction de la lumière dépend
de la longueur d'onde de la lumière qui traverse la gouttelette d'eau. Donc, l'indice de réfraction de l'eau, pardon, dépend de la longueur d'onde de la lumière très légèrement. J'ai parlé aussi de réflexion totale interne juste avant. OK? Donc, si on revient ici, juste une petite seconde. Donc, on va juste changer d'application ici. Ici, on a la même chose. Un laser. OK? Puis, la réfraction. OK? Donc, la lumière change de milieu. Vous pouvez ajouter les indices. Là. Vous tapez, vous tapez PA, dans Google, là, FET, PHET, Bending Light. OK, vous allez tomber directement là-dessus. Franchement, c'est assez simple, là, puis c'est assez efficace aussi. OK. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? OK. Donc, si l'indice augmente, donc vous êtes dans l'air, puis vous avez de l'eau de l'autre côté, l'indice de réfraction est plus grand. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente l'indice? Vous allez avoir plus de réfraction, tout simplement. OK. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente l'indice, qu'est-ce qu'on remarque? L'angle de réfraction devient plus petit. OK, on se souvient, là? L'angle de réfraction est toujours mesuré par rapport à la normale. OK? Donc, pourquoi? OK? Ben, revenons là-dessus. Je vais en faire un nouveau parce que là, dans pas long, je ne serais pas capable de rien effacer. J'ai trop de cossins d'écrit. Excusez. Petit break. Donc, oui, si on revient avec l'équation de Snell-Descartes, sin 1, N1 sin θ 2 égale N2 sin θ 2. Donc, si mon indice augmente quand je change de milieu, le produit des deux doit rester le même. OK? N1 sin 1, ça ne change pas. OK? J'ai l'angle θ1 qui est ici. J'ai mon milieu d'indice N1. Donc, ni N1 ni sin θ1 change. Donc, si j'augmente N2, ben, je dois diminuer sin de θ2 pour que le produit des deux reste pareil. OK? Évidemment, le sin de 0, ça vaut 0, puis le sin de 90, ça vaut 1. Donc, si je veux diminuer le sin de θ, il faut que je diminue θ. Donc, au fur et à mesure que l'angle de réfraction, l'indice de réfraction augmente, pardon, l'angle de réfraction va diminuer. OK? De l'autre côté, il va être de plus en plus réfracté, autrement dit. OK? Évidemment, si tu passes de l'air à l'air, mais il n'y a pas de réfraction. Donc, dès qu'on augmente l'indice, il y a de plus en plus de réfraction au fur et à mesure que l'indice de réfraction augmente. OK? Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, OK. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe si je change l'angle d'incidence? OK? Donc, si je remarque, mettons, pour du vert, là, peu importe, là, OK? Mettons, je mets du vert, peut-être 1.5. Quand je diminue l'angle d'incidence ici, OK? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que l'angle de réfraction diminue lui aussi. OK? Pourquoi? Ben, si je diminue, donc si j'ai N1 sin θ1 égale N2 sin θ2, puis que je diminue sin de θ1 parce que je diminue θ1, pour que le produit des deux, pour que le produit des deux reste conservé, il faut que sin θ2 diminue lui aussi à son tour. Donc, θ2 veut diminuer. Si je diminue θ1, je diminue θ2. À l'inverse, si j'augmente θ1, je vais augmenter θ2. Okay? Donc, c'est ce qu'on observe. Évidemment, si j'augmente l'angle d'incidence, j'augmente l'angle de réfraction. Ce qui se passe maintenant, quand je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Okay? Donc, je vais passer, mettons, du vert à l'air. Okay? Donc, j'observe la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que j'augmente l'angle d'incidence? Okay? Ben, premièrement, l'angle de réfraction va être plus grand dans l'air que dans le verre. Okay? Pourquoi? Ben, si mon indice N1 est plus grand que mon indice N2, il faut que l'angle θ1 soit plus petit que l'angle θ2. Okay? Donc, si N1 est petit, pardon, on passe du vert, puis on s'en va dans l'air. Donc, N1 est grand, okay? Puis N2 est petit. Si je veux que le produit des deux soit conservé, il faut que grand fois petit soit égal à petit fois grand. Okay? Donc, l'angle θ1 va être nécessairement plus petit que l'angle θ2. Okay? Donc, c'est ça qu'on observe ici aussi. Indice grand, angle petit, indice petit, angle grand. Puis, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'au fur et à mesure qu'on augmentait l'angle d'incidence, on augmente l'angle de réfraction. On observe la même chose ici aussi. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe? Okay, vous remarquez, là, vous le voyez venir,
il arrive un moment donné où j'atteins une valeur critique, ok, pour mon angle. Parce que l'angle ne peut pas dépasser, l'angle d'incidence ne peut pas être arbitrairement grand là-dedans. Ok? Donc, parce que si mon angle d'incidence dépasse une certaine valeur, mon angle de réfraction de l'autre côté, là, ça ne fonctionnera plus. Ok? Pourquoi? Parce que l'angle de réfraction ne peut pas augmenter au-delà de 90 degrés. Ok? Donc, si je pense un petit peu, il existe un angle critique, ok, quand je passe d'un milieu plus réfringent, d'un n grand vers un n petit, ou je passe du milieu d'indice N1 avec un angle qu'on va appeler l'angle critique, puis je vais m'en aller dans un milieu d'indice N2 avec un angle de 90 degrés. Ok? Je ne peux pas avoir un angle plus grand que 90 degrés. Donc l'angle critique est défini comme le rapport N2 sur N1. En fait, le sin inverse de ces deux quantités-là. Ok? Donc, quand je passe d'un milieu où N2 est petit, N1 est grand, il existe un angle critique. Ok? Au-delà duquel il n'y a pas de réflexion possible, il n'y a pas de réfraction possible, pardon. Okay? Donc, ce qui se passe quand l'angle est plus grand, il n'y a plus de faisceau réfracté, il n'y a qu'un faisceau réfléchi. Okay? C'est ça qu'on appelle la réflexion totale interne. Okay? Honnêtement, la réflexion totale interne, c'est plus efficace qu'un miroir pour réfléchir de la lumière. C'est impossible qu'il y ait de la lumière qui sorte de l'autre côté, tandis que dans les miroirs, même les mieux polis, il y a toujours une très 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 faible fraction de la lumière qui va traverser le miroir, même si c'est invisible à l'œil nu. Okay? Donc souvent dans les appareils optiques très haut de gamme, là, ben, moyen haut de gamme, au lieu de mettre des miroirs par exemple dans les caméras ou on va mettre des lentilles dans les caméras, puis on va jouer avec les indices de réfraction pour que ça crée de la réflexion totale interne. Okay? Parce que c'est plus efficace qu'un miroir pour réfléchir la lumière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Okay. Juste avant de continuer, je n'ai pas parlé beaucoup. Mais on parle de longueur d'onde de la lumière. Je sais qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans le cadre du cours, là, mais les, nous, ce qu'on voit dans le spectre électromagnétique, là, c'est juste une très, très, très. Voyons. C'est juste une très faible partie du spectre électromagnétique qu'on est capable de voir à l'œil nu. Donc, les longueurs d'onde de la lumière, les ondes électromagnétiques, ça varie sur des ordres de grandeur absolument incroyables. Là, ok, là. Donc, ça va du 10-12 mètres à peu près jusqu'à 10 à la 2 mètres. Donc, ça varie facilement sur une 13, 14, 15 ordres de grandeur. Ok. Nous, notre œil est approprié pour distinguer des longueurs d'onde qui vont de 400 à peu près à 700 nanomètres. Ce qui est plus court que 400 nanomètres et considéré de l'ultraviolet ou même des rayons X, des rayons gamma. Ce qui est plus grand que 700, c'est l'infrarouge. Si on va à le millimétrique, les ondes radio, puis les microns, puis les ondes radio. Okay? Donc, pour remettre rapidement en perspective les choses. Okay? Donc, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas vous surprendre non plus rendu à ce niveau-là dans le cours. Euh, pardon. Donc, on parle un peu de on va y revenir. Non, juste un petit exercice avec les miroirs. On dit une personne d'un mètre 80 se regarde dans un miroir plat, ses yeux sont à 10 cm du sommet de sa tête. Déterminer quelle doit être la hauteur minimale de ce miroir ainsi que sa position relativement au sol pour qu'on se voit tout entier. Donc supposons en bon français que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur le point de partir en appart. Vous êtes un peu broke, là, ok? On ne se le cachera pas, la vie est dure. Donc, vous êtes un peu cassé, puis vous voulez vous acheter le miroir, le plus petit miroir possible qui va vous permettre de vous voir au complet dedans. OK? Donc, vous êtes vraiment cassé, puis vous voulez vous acheter un miroir, vous pouvez vous voir de la tête aux pieds, et vous vous dites, c'est quoi le plus petit miroir que je pourrais m'acheter qui me permettrait d'atteindre cet objectif-là? OK? Donc, on vous dit, si vous manquez d'inspiration, regardez un peu la figure 461, je suis plus sûr que c'est la bonne figure là, dans la dernière édition du manuel, mais là, vous voici cette image-là. OK? Donc, euh, juste une petite seconde, je vais venir la récupérer ici. Ok. Donc, si on regarde cette image-là, okay. Nous, notre personne, appelons A la distance qui sépare le sommet de la tête des yeux. Okay. Puis appelons B la distance qui va des yeux jusqu'aux pieds.
Ok, donc ma personne, sa grandeur, mettons L, c'est la somme de A et B. Dans notre exemple, 1,80 m par exemple. Ok. Euh, Nous, si on veut que la personne se voit en entier, c'est qu'on veut qu'elle voit ses cheveux et ses pieds. Donc, comment ça fonctionne les miroirs? Vous vous en souvenez sûrement, là. Un faisceau de lumière, premièrement, la lumière est toujours réfléchie à la surface du miroir vers l'œil. Pour qu'on puisse détecter la lumière, il faut que la lumière rentre dans votre œil, littéralement. Ok. Donc, ici, j'ai un faisceau qui arrive, puis qui est réfléchi vers l'œil. Évidemment, la loi de la réflexion nous dit que l'angle de réflexion doit être le même que l'angle d'incidence. Donc, si mon rayon a un angle d'incidence égal à bêta dans mon exemple, va avoir un angle de réflexion égal à bêta dans mon exemple. Ok. Évidemment, si cette distance-là mesure B, ok, ben, puis que B, bêta puis bêta sont égaux, ben, leur sinus va être égal, donc il faut que là, ce segment-là et ce segment-là mesurent la même chose. Donc il faut que chacun mesure B sur 2. Okay? On peut faire la même réflexion en haut. Si ça mesure A, puis que j'ai un angle alpha puis un angle alpha qui sont identiques ici, mais il faut que ça mesure A sur 2 puis ça mesure A sur 2. Mais si on regarde ici, mon miroir qui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure combien? Okay? Mais ça mesure A sur 2, puis ça mesure B sur 2. Donc, il faut que mon miroir mesure A sur 2 plus B sur 2, ou autrement dit, A plus B sur 2, ou autrement dit, la grandeur de la personne, L divisé par 2. Donc, si vous êtes vraiment cassé, vous pouvez vous acheter un miroir qui fait exactement la moitié de votre grandeur. Okay? Évidemment, il faut le mettre à la bonne distance du sol. Il faut que le bas du sol arrive à B sur 2 mètres du sol, où B est la distance entre vos yeux puis le sol. Okay? Donc, mais si vous faites ça, vous allez remarquer que vous pourrez voir en entier dans le miroir. Euh, on dit aussi remarquer que ça ne dépend pas de la personne, la distance au miroir. Okay? Donc, dans cet exemple-là, en fait, la distance entre la personne et le miroir n'a jamais eu d'influence sur le résultat. Donc, c'est assez évident de réaliser que cette grandeur-là ne dépend pas de cette distance-là. Évidemment, ce qui va se produire, c'est que vous allez voir apparaître une personne dans le miroir de l'autre côté. L'image de cette personne-là apparaît exactement à la même distance. Okay? Si vous êtes à une distance, je ne sais pas moi, X ici, votre image va apparaître à une distance X de l'autre côté du miroir. Okay? Ça, on va y revenir un petit peu plus tard, là. Mais évidemment, plus vous êtes loin du miroir, plus l'image apparaît loin dans le miroir, donc plus l'image va vous sembler être petite, mais votre miroir, lui aussi, va vous sembler être de plus en plus petit au fur et à mesure que vous en éloignez. Donc, ça va s'annuler, ces deux effets-là. Okay. Donc, ça, on va y revenir un petit peu plus tard sur ça, les miroirs plans, un peu plus en détail. Okay. Donc, exemple suivant. On vous dit une lampe placée au fond d'une piscine est allumée sur la nuit tombée, déterminée la superficie du cercle lumineux vu par un observateur de l'eau. La piscine a une profondeur de 3 mètres et un indice de l'eau de 1,33. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit juste un rond lumineux à la surface de l'eau? Mais imaginez que vous avez une source ponctuelle comme ici, comme le dessin qu'on trace ici. Imaginez que vous avez, excusez, une source ponctuelle euh, dans le fond de l'eau. Okay? Évidemment, les rayons lumineux partent dans toutes les directions. Puis, en sortant de l'eau pour aller dans l'air, ils vont subir de la réfraction. Okay? Puis, comme l'indice diminue, que ce qu'on a dit précédemment, c'est que l'angle de réfraction doit être plus grand que l'angle d'incidence. Donc, vous allez avoir la lumière qui va sortir, puis qui va dévier comme ça ici. Évidemment, si l'angle d'incidence devient trop grand, il va subir la réflexion totale interne. Donc, nous, à un moment donné, il y a une certaine limite à ce qu'on est capable de distinguer. Okay. Pourquoi ça va donner un rond? Okay. C'est parce qu'à un moment donné, ici, si on regardait vu d'en haut, on verrait vraiment apparaître un disque. Okay. Okay, là, c'est pas super bien tracé, là. Mais on verrait apparaître un disque, okay, avec un centre ici, puis un rayon égal à R ici, où R, c'est cette distance-là ici, jusqu'à la réflexion totale interne. À partir de là, il n'y a aucune lumière qui sort. La lumière qui arrive ici, elle va être réfléchie comme ça. Puis ça, vous le remarquerez, la prochaine fois que vous irez vous baigner, puis que vous mettrez la tête en dessous de l'eau, quand vous regardez, vous êtes en dessous de l'eau. Si vous regardez en haut de vous, vous voyez à l'extérieur de la piscine.
OK? Mais si vous regardez trop loin, à un moment donné, si vous regardez en baissant le regard, si on veut, à un moment donné, votre vision, vous allez voir comme un miroir, vous allez voir littéralement la réflexion du fond de la piscine. Donc, la lumière du fond de la piscine arrive, réfléchit au sommet, puis elle revient vers votre œil. Donc, à un moment donné, la surface de l'eau agit comme un miroir, littéralement. C'est ça qu'on observe pour vrai. Donc, nous, si on veut connaître la surface de ce disque-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le R. Si je veux déterminer le R, puis qu'on a dit que la profondeur de la piscine était de 3 mètres, j'ai besoin de déterminer l'angle critique en premier. OK? Pourquoi? Ben, parce que je vais avoir un triangle où la profondeur de la piscine, je ne l'appellerai pas R, je vais l'appeler tout simplement 3, le rayon R, puis mon angle critique ici. Autrement dit, en critique ici, ça va me permettre de trouver la tangente, ça va me permettre de trouver R. Okay? Donc ici, la tangente de l'angle critique est donnée par R sur 3. Donc R, c'est 3 fois la tangente de l'angle critique. C'est quoi l'angle critique? On vient de le dire. L'angle critique, si on regarde notre il y a mon curseur. Donc, l'angle critique, c'est l'angle pour lequel le rayon émergent est à 90 degrés. OK? Donc, sin θ1 égale n1 sin θ2 égale n2 sin de 90. Sin de 90 est égal à 1. Donc l'angle critique, c'est le sin moins 1 de n2 sur n1. Ici, mon angle critique, c'est le sin inverse de 1 sur 1.33. Donc l'angle critique est de, vous voyez comme je suis, 1 divisé 1.33, sin inverse, 43,12 degrés. OK. Donc le R est 3 fois la tangente de 43,12 degrés. Donc si je prends la tangente multipliée par 3, ça vaut 0. Tangente 43,12 fois 3, 2,8, 2,81 mètres. Puis la surface d'un cercle A, c'est pi fois R au carré. Donc prenez le rayon, mettez ça au carré, multiplié par pi, ça fait 24,8 mètres carrés. OK? Donc, c'est juste un petit exercice ici. Là. OK? Donc, vous verriez un cercle de surface OK, de 24,8 mètres carrés. Tout le reste serait pas éclairé par le spot au fond de l'eau. Je passe mon temps à chercher mon curseur de souris. OK. Donc, si on continue un petit peu. Pardon. OK. En fait, juste avant de continuer un petit peu, ouais, excusez, les fibres optiques, le principe de fonctionnement des fibres optiques, c'est basé sur la réflexion totale interne. OK? Donc, on va mettre une fibre. OK? Donc, la fibre, elle, est en verre, en silicium, en vitre, OK? Qui a un certain indice de réfraction. Puis, on va l'entourer d'une gaine protectrice. Ici, on l'a appelé le cladding. Ici, là, dans le fond, c'est une membrane qui va autant assurer la rigidité de la fibre, OK? Puis qui va avoir un indice de réfraction plus faible. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le rayon de lumière qui rentre dans la fibre, quand il va arriver en contact avec l'interface entre la fibre et la gaine qui le protège, ben, il va subir de la réflexion totale interne. Ici, l'angle, on s'arrange pour que l'angle soit toujours plus grand que l'angle critique. Donc, le rayon va être réfléchi puis séquestré à l'intérieur de la fibre optique. OK? Donc, jusqu'à temps qu'il en sorte à l'autre bout. Donc, vous pouvez même plier la fibre optique, c'est pas grave. OK? L'angle de réflexion, l'angle d'incidence va toujours être plus grand que l'angle critique. Donc, le faisceau lumineux va toujours bouncer, rebondir à l'intérieur de la fibre, puis traverser la fibre optique d'un bout à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les fibres optiques, c'est un peu plus efficace que des fils de cuivre, par exemple, transporter de l'information, parce que l'information voyage à la vitesse de la lumière, comparativement à la vitesse ben, pas vitesse de dérive d'un électron, là, mais c'est sûr que la vitesse d'un signal dans un fil électrique est plus faible que la vitesse de la lumière. OK, on s'est entendu là-dedans. Donc, la lumière voyage plus rapidement. Il n'y a pas de perte. OK? Donc, il n'y a
essentiellement pas de perte parce que la fibre optique réfléchit parfaitement à la lumière, donc c'est beaucoup plus efficace. Ok. Évidemment, au point de vue technologique, c'est un petit peu plus compliqué. Entre autres, genre souder des fibres optiques, c'est pas si simple que ça, parce que imaginez que vous prenez vos deux fibres optiques, vous essayez de les mettre bout à bout. Si au milieu c'est pas super bien fait, ben quand la lumière va arriver d'un bord, elle va subir une réflexion. Ok. Donc il faut vraiment que souder les fibres optiques, il faut vraiment là, que si vous faites ça au microscope. Là, vous avez votre appareil, vous déposez les deux bouts de fibre, là, vous regardez au microscope, vous allez aligner parfaitement les deux bouts de fibre, vous allez faire fondre, vous allez les coller ensemble, puis vous allez les patcher pour que ça soit vraiment parfaitement une fibre optique, ok, qui continue jusqu'à votre détecteur. Euh, mais c'est comme ça qu'on va forcer la réflexion totale interne en entourant notre fibre d'une gaine d'un matériau d'indice plus petit pour forcer la réflexion totale interne. Là. RTI, c'est ça qu'on veut dire ici, c'est réflexion totale interne. Ok. Donc, donc c'est ça ici, un petit peu pour les notions de base là, sur la réflexion, la propagation de la lumière. Euh, ok. Donc, en fait, on va arrêter ça tout de suite. On va reprendre ça dans quelques secondes pour la suite. OK?